Il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur, plus que n'importe quelle offense. Sentir que quelqu'un te regarde de haut, qu'il te parle comme si tu ne valais rien, qu'il te traite comme si ta dignité était jetable. Et le pire n'est pas ça. Le pire, c'est que, souvent, tu ne sais pas comment réagir sans te rabaisser, sans exploser, sans perdre le contrôle et te livrer exactement à ce que cette personne veut. Ton chaos. Dans un monde plein de bouches bruyantes et d'âmes vides, apprendre à tenir debout face à ceux qui ne te respectent pas est plus qu'une compétence. C'est un acte de pouvoir. Pas de pouvoir sur eux, mais sur toi. Parce qu'il ne s'agit pas de gagner des discussions, il s'agit de ne pas te perdre dans le processus. Ce n'est pas un discours d'auto-assistance bon marché. C'est un appel direct, cru et sans fioriture pour que tu réveilles ta force intérieure. Ici, nous ne venons pas chercher l'approbation. Nous venons récupérer ce que tu n'aurais jamais dû donner, ton centre, ton calme, ta valeur. Nous allons parler de 8 façons réelles, pratiques et profondément stoïciennes de mettre un frein à ceux qui franchissent tes limites, sans avoir besoin de hausser la voix ou les poings. Il ne s'agit pas d'ignorer le manque de respect, il s'agit de répondre avec quelque chose de beaucoup plus mortel pour l'ego de l'autre, ton équilibre. Es-tu prêt à arrêter de réagir comme une victime et à commencer à te comporter comme quelqu'un qui se respecte? Alors prépare-toi, parce que cela ne concerne pas la vengeance, cela concerne la transformation. Maîtrisez le premier élan, respirez avant de vous enflammer. Une grenade n'a pas besoin d'exploser pour prouver qu'elle a du pouvoir. Il suffit que quelqu'un enlève la goupille pour que tout le monde sache que quelque chose peut exploser. C'est ainsi que se présente votre premier élan lorsque quelqu'un vous manque de respect. Ce n'est pas l'explosion qui détruit le plus, c'est cette seconde précise où vous perdez la goupille et devenez une menace même pour vous. Ce moment où vous sentez la chaleur monter de l'estomac à la gorge, les mots vous frappent la langue, les mains tendues, la poitrine comprimée. À ce moment-là, vous ne pensez pas, vous réagissez. Et quand vous réagissez sans penser, ce n'est plus vous qui agissez, c'est votre ego blessé qui agit. Mais le véritable respect ne se gagne pas par des cris ou par la force brute. Il s'impose par le contrôle, avec un esprit qui sait contenir l'explosion parce qu'il comprend que la colère immédiate est une grenade mal lancée. Elle peut blesser tout le monde, y compris vous. Le stoïcisme ne vous demande pas de ne pas ressentir, il vous demande de ne pas vous trahir. De ne pas livrer votre centre à celui qui cherche à vous déstabiliser, parce que celui qui vous provoque veut cela, voir comment vous perdez le contrôle, comment vous devenez ce que vous avez juré de ne pas être. Il veut voir que vous réagissez comme une bombe sans propriétaire, et s'ils y parviennent, ce n'est plus vous qui décidez. La maîtrise de soi commence dans le corps. Comment vous respirez quand quelque chose vous allume? Comment vous tendez les muscles? Comment vous vous taisez alors que tout en vous demande la guerre? Mais il ne s'agit pas de se retenir, il s'agit de se gouverner. L'impulsion veut la justice, l'âme veut la dignité. Et vous ne pouvez pas avoir les deux si vous agissez sans réfléchir. Respirer avant d'exploser n'est pas une faiblesse, c'est de la précision. C'est regarder la situation avec des yeux propres avant de vous salir avec elle. C'est comprendre que toute attaque ne mérite pas de réponse et que tout manque de respect ne mérite pas votre énergie. Ce n'est pas facile. La colère arrive toujours avant la raison. Mais si vous êtes capable de rester immobile quand tout en vous bouge, alors vous grandissez. Vous cessez d'être une grenade entre les mains des autres. Vous prenez le contrôle de votre propre détonateur. Le respect le plus important n'est pas celui que les autres vous donnent, c'est celui que vous vous maintenez quand tout vous pousse à le perdre. Parce que n'importe qui peut répondre avec fureur, mais peu peuvent répondre avec fermeté sans perdre leur contenance. La psychologie le soutient. Cette première seconde de pause entre le stimulus et votre réaction est le berceau de l'autocontrôle. C'est là que vous pouvez changer toute votre histoire. Où vous pouvez décider si vous êtes un reflet ou une présence consciente. Où vous pouvez choisir de ne pas tomber dans le schéma habituel. Parce que si vous ne vous arrêtez pas, rien ne vous arrête. Si vous ne mettez pas cet espace entre ce que vous ressentez et ce que vous faites, vous finirez coincé dans un cycle où chaque manque de respect est une excuse pour vous perdre.
La prochaine fois que quelqu'un vous pousse à bout, n'agissez pas immédiatement. Laissez la chaleur monter, mais ne lâchez pas la goupille. Ne devenez pas la grenade qu'ils attendent. Respirez, affirmez votre corps, restez présent. Parce que celui qui respire, alors que tout en lui demande vengeance, n'est pas faible, il est maître de lui-même. Et cette maîtrise, cet autocontrôle forgé par la pression est l'arme la plus mortelle que vous pouvez utiliser, parce qu'elle n'a pas besoin d'exploser pour s'imposer. 2. Parle avec les yeux, pas avec des explications. Un phare ne discute pas avec les bateaux, il éclaire simplement. Il n'a pas besoin de justifier sa présence, ni de convaincre quiconque de son importance. Il est là, solide, constant, et celui qui veut comprendre son message le fera sans qu'il dise un seul mot. C'est ainsi que tu devrais être face à ceux qui te manquent de respect. Un phare, pas un mendiant de compréhension, pas un esclave du besoin de t'expliquer, pas une voix désespérée d'être validée. Quand quelqu'un te traite avec mépris ou minimise ce que tu es, une partie de toi veut t'expliquer. Tu veux qu'il comprenne que tu mérites du respect, que tu n'agis pas avec de mauvaises intentions, que tu es une bonne personne. Mais ce besoin de te justifier est un piège déguisé en bonne volonté, parce que celui qui ne te respecte pas a déjà décidé de ne pas t'écouter. Il ne cherche pas à te comprendre, il cherche à avoir raison. Il ne cherche pas le dialogue, il cherche à te dominer émotionnellement. Et chaque mot que tu prononces, chaque explication que tu donnes, est un morceau de ton énergie que tu cèdes à quelqu'un qui ne sait pas et ne veut pas la valoriser. Le stoïcien ne gaspille pas sa voix dans des oreilles qui ne veulent pas entendre. Non pas parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il a appris que son énergie est sacrée, que son temps, sa parole et sa dignité ne sont pas à vendre pour la fausse paix de convaincre celui qui n'a pas l'intention de comprendre. C'est pourquoi, parle avec les yeux, parle avec ta posture, avec ton regard ferme, avec ton silence plein de sens. Parce que parfois, un seul regard en dit plus que 100 discours. Et parfois, le simple fait de ne pas te justifier est l'acte d'affirmation de soi le plus puissant que tu peux faire. La psychologie le rend clair. Celui qui cherche constamment à s'expliquer a souvent des blessures de rejet ou d'abandon. Il sent que, s'il n'est pas compris, il ne vaut rien. Mais comprendre cela te libère. Tu n'as pas besoin d'être compris pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être validé pour te sentir fort. Ta présence, ta clarté intérieure et ta posture peuvent être plus convaincantes que n'importe quel argument. Parce que quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin de le prouver. Dans le monde réel, tu te retrouveras parfois face à des personnes qui essaieront de te provoquer avec du sarcasme, des accusations, des moqueries. Ils attendent que tu t'expliques, que tu te défendes, que tu leur donnes quelque chose pour continuer à manipuler la conversation. Ne le fais pas. Respire, regarde, reste silencieux. Et si tu parles, fais-le sans te justifier, sans supplier pour être compris, sans baisser la tête. Parler avec les yeux signifie que ta vérité est si claire en toi que tu n'as pas besoin de l'orner de mots. Cela signifie que ton énergie est si solide que l'autre la ressent même quand tu te tais. C'est une présence qui impose sans crier, une autorité qui s'impose sans menace, une force qui se communique sans effort parce qu'elle naît d'un véritable contrôle de ton intérieur. Marco Aurelio le disait sans détour, la meilleure façon de te venger d'une personne est de ne pas lui ressembler. Ne crie pas si on te crie dessus, ne mendie pas l'attention, ne cherche pas à convaincre celui qui ne mérite pas ta vérité. Sois le phare, celui qui n'a pas besoin de bouger pour être vu, celui qui ne change pas sa lumière pour plaire aux bateaux qui ne veulent pas être guidés. Dans un monde qui crie, ton silence devient un rugissement. Dans un monde qui exige des explications, ta fermeté est une réponse. Parle avec les yeux, parce que parfois la chose la plus forte que tu peux dire, c'est de ne rien dire. 3. Que ton silence soit ta première armure. Un guerrier n'entre pas sur le champ de bataille à torse nu. Peu importe sa force, il sait que s'il veut résister aux coups, il a besoin d'une armure. Le silence, lorsqu'il est utilisé avec sagesse, est exactement cela. Une cuirasse invisible qui protège ta dignité du poison des autres. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du pouvoir concentré. Celui qui se tait n'accorde pas toujours.
Parfois, celui qui se tait n'est tout simplement plus disposé à se fatiguer pour quelqu'un qui ne mérite même pas un mot de sa part. Quand quelqu'un te manque de respect, la première chose qu'il veut, c'est de l'attention. Il cherche à te faire réagir, à te provoquer, à te sortir de ton centre. L'erreur commune est de croire que tu dois répondre pour te défendre, pour que l'autre comprenne, pour ne pas paraître faible. Mais la vérité est que bien souvent, répondre t'enfonce davantage, parce que tu entres dans le jeu de l'autre, tu te contamines, tu te mets à son niveau. Et dans cette tentative désespérée de montrer ta force, tu finis par donner ton énergie, ton temps, ta paix mentale. Le silence, lorsqu'il est choisi consciemment, est un coup bien plus dur que n'importe quel mot prononcé avec colère. Le stoïcien n'a pas besoin d'élever la voix pour montrer sa fermeté. Sa force n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il maîtrise. Et celui qui maîtrise le silence maîtrise l'environnement. Parce que le vrai silence, celui qui naît de l'autocontrôle, n'est pas l'absence de mots. C'est une présence totale. C'est regarder dans les yeux celui qui t'insulte et ne pas permettre que cette agression pénètre ta paix intérieure. C'est rester ferme, sans hésiter, sans avoir besoin de t'expliquer ou de te justifier. Parce que ta valeur ne dépend pas de convaincre l'autre, elle dépend de ne pas te trahir toi-même. La psychologie parle du silence comme d'une forme d'autorégulation émotionnelle, comme d'un outil pour réduire l'intensité du conflit. Mais le silence dont nous parlons ici est plus profond. C'est un bouclier contre ce qui ne mérite pas de réponse. C'est la décision de ne pas gaspiller ta voix sur quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il n'écoute pas. C'est l'affirmation silencieuse que ton énergie n'est pas disponible pour être drainée par quelqu'un qui ne sait même pas respecter sa propre vie. Beaucoup pensent que le silence est passivité. Mais ce n'est pas le cas. C'est de la retenue. C'est savoir quand parler et quand préserver. Parce que celui qui lance des mots seulement par impulsion perd plus que celui qui se tait par sagesse. Le silence ne signifie pas que tu acceptes l'abus, cela signifie que tu choisis quand et comment affronter les choses. Depuis le contrôle, pas depuis la réaction. Depuis la clarté, pas depuis l'orgueil blessé. Quand tu apprends à utiliser le silence comme une armure, tu découvres que tout ne mérite pas une réponse. Que parfois, l'absence de réaction est le message le plus clair que tu peux envoyer. Il n'y a rien de plus inconfortable pour quelqu'un de irrespectueux que de ne pas réussir à te provoquer, que de ne pas obtenir de toi une étincelle, un geste, un mot, parce que cela signifie qu'ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Et quand quelqu'un perd ce pouvoir, il se révèle sous sa véritable forme, vide, bruyant, désespéré. Toi, en revanche, tu restes à ta place. Non pas comme quelqu'un d'indifférent, mais comme quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Comme quelqu'un qui a compris que sa dignité n'est pas dans le bruit qu'il fait, mais dans le calme qu'il maintient. Utilise le silence comme ta première défense, comme le mur qui empêche le poison d'entrer, comme le signal que tu n'es plus disposé à te battre pour ce qui ne vaut pas la peine. Ne parle pas quand il n'y a pas de respect, n'explique pas quand il n'y a pas de volonté d'écouter. Fais du silence ta réponse quand tout te pousse à crier, et tu verras comment ce bouclier devient ta plus grande force. 4. Ne danse pas au rythme de leur poison émotionnel. Il y a des gens qui sont comme des trous noirs émotionnels. Ils ne brillent pas par eux-mêmes, ils ne génèrent pas de lumière, ils absorbent seulement. Ils absorbent ta tranquillité, ton énergie, ton équilibre, ta dignité. Ils se nourrissent de ta réaction. Ils ont besoin de te voir perdre le contrôle pour se sentir important. Ils ont besoin que tu te traînes émotionnellement pour pouvoir continuer à se sentir au-dessus de toi. Et toi, si tu n'es pas éveillé, tu finis par orbiter leur gravité sans t'en rendre compte. Tu tournes autour d'eux, répondant à leurs commentaires, te défendant de leurs provocations, justifiant ce qui ne devrait pas nécessiter d'explication. Tu es en train de tourner dans leur univers émotionnel au lieu d'être debout dans le tien. Tu ne t'en rends pas compte au début. Tu penses que tu agis par justice, que tu poses simplement des limites, que tu te fais respecter. Mais si ce que tu fais te fatigue, t'épuise, te fait sortir de ton centre et te laisse pire que tu ne l'étais, ce n'est pas de la défense, c'est de la réaction. Et réagir est ce qu'ils veulent. Parce qu'au moment où tu perds le contrôle, au moment où tu réponds avec colère ou avec désespoir pour te faire comprendre, tu ne choisis plus, tu tournes.
Tu es pris dans leur champ de gravité, perdant de l'énergie chaque seconde. Le stoïcisme enseigne que l'âme forte n'est pas celle qui attaque, mais celle qui reste ferme lorsque l'environnement veut la traîner. Et pour cela, tu as besoin d'une décision claire. Ne pas tourner autour du poison de personne, ne pas laisser leur état émotionnel dicter le tien, ne pas permettre que leurs provocations deviennent le centre de ton attention. Parce que pendant que tu te concentres sur la démonstration de ton point, sur l'éclaircissement de l'évident, sur la défense contre l'absurde, tu arrêtes de vivre dans ton axe. Et quand tu perds ton axe, tu perds ta force. La psychologie le rend clair. Celui qui a besoin de provoquer pour se sentir vivant est quelqu'un de déconnecté de lui-même. Et si tu entres dans leur jeu, tu deviens une extension de ce manque. Mais si tu apprends à observer sans réagir, à lâcher le besoin de gagner la discussion, à ne pas céder ton énergie au premier coup émotionnel, alors quelque chose change. Le trou noir ne t'engloutit plus. Il reste là, essayant d'absorber, mais tu ne tournes plus. Tu restes. Non pas comme un martyr, mais comme quelqu'un qui est devenu inébranlable. Tu n'as pas à répondre à chaque commentaire. Tu n'as pas à corriger chaque manque de respect. Tu n'as pas à clarifier ton intention à celui qui a déjà décidé de te mal interpréter. Parfois, la réponse la plus puissante est de ne pas entrer. C'est de ne pas tourner. C'est de ne pas participer. Parce que le respect que tu te portes n'est pas mesuré par ce que tu exiges, mais par ce que tu décides de ne pas permettre de te voler la paix. Apprends à rester calme à l'intérieur, même quand tout à l'extérieur est conçu pour te provoquer. Apprends à te retirer émotionnellement, même si tu restes dans la même pièce. Apprends à observer la misère des autres sans la porter comme si c'était ta responsabilité. Parce que s'ils ne savent pas gérer leur poison, ce n'est pas ton travail de le boire par compassion ou de répondre par fierté. Quand quelqu'un essaie de te faire tourner, quand tu sens que son énergie veut te traîner au centre de son chaos, arrête-toi. Respire. Réaffirme ton axe. Et souviens-toi que tu n'es pas né pour orbiter autour de l'obscurité émotionnelle de personne. Tu es né pour soutenir ta lumière, même quand tout autour essaie de l'éteindre. Ne danse pas, ne tourne pas, ne réagis pas, reste, parce que c'est là, dans ton axe, que le respect commence vraiment. 5. Marche comme celui qui ne se traîne plus à l'intérieur. Un serpent change de peau quand il ne rentre plus dans l'ancienne. Il ne demande pas la permission, il ne s'excuse pas, il avance simplement et laisse derrière lui ce qui ne lui appartient plus. C'est ainsi que doit être ta marche lorsque tu te libères du respect des autres comme nécessité, lorsque tu décides de marcher comme quelqu'un qui ne se traîne plus à l'intérieur pour plaire, expliquer ou justifier son existence à ceux qui ne savent que te sous-estimer. Beaucoup marchent droit à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils restent courbés. Ils s'efforcent de paraître forts, mais à l'intérieur, ils se traînent avec des pensées qui les rabaissent. Qu'ai-je fait de mal ? Pourquoi ne me valorise-t-il pas? Comment puis-je faire pour qu'il me respecte? Ces questions ne naissent pas de l'amour-propre, elles naissent de la blessure. Et tant que ton pas dépend de la façon dont les autres te traitent, tu continueras à marcher comme un reflet de leur mépris, non comme l'expression ferme de ta dignité. Le véritable respect commence par la façon dont tu te comportes avec toi-même. Si tu te parles à toi-même comme quelqu'un qui ne mérite pas, si tu te juges durement, si tu t'adaptes constamment pour ne pas déranger, pour ne pas être rejeté, alors tu te traînes émotionnellement, même si à l'extérieur tu sembles sûr de toi. Et ceux qui ne te respectent pas le sentent. Ils sentent l'insécurité, la soif d'approbation, le besoin d'être vu. Et quand ils le remarquent, ils te piétinent, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu ne sais pas encore combien tu vaux. Le stoïcisme ne t'apprend pas à imposer ta valeur, il t'apprend à la rappeler, à l'affirmer sans crier, à la maintenir sans condition. Parce que le respect que te donnent les autres ne se réclame pas par manque, il se reflète par ta présence. Quand tu te tiens fermement dans ta vérité, sans mendier l'attention ni te traîner pour la compréhension, alors tu commences à marcher avec une autre énergie, avec une présence qui n'a pas besoin d'ornement, avec un regard qui ne supplie pas, qui ne rivalise pas, qui ne s'abaisse pas. Et c'est cette énergie qui pose des limites sans parler, qui arrête les abus sans confrontation, qui transforme la dynamique sans discuter. La psychologie parle du syndrome de l'imposteur,
cette sensation de ne pas être suffisant même si tu as tout pour croire le contraire. Beaucoup le portent en silence et finissent par permettre aux autres de les maltraiter parce qu'au fond, ils se traitent aussi ainsi. Mais quand tu décides d'arrêter de te traîner à l'intérieur, quand tu lâches cette vieille peau qui te faisait te sentir petit, la transformation commence. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin qu'on te respecte pour te respecter. Et quand cela arrive, ta marche change, ton énergie change, et le monde, même si tu ne le veux pas, le remarque. Tu n'as pas à expliquer ton changement. Tu n'as pas à justifier ta position. Tu n'as pas à adoucir ta force pour ne pas déranger. Il te suffit de marcher comme quelqu'un qui s'est relevé à l'intérieur, comme quelqu'un qui ne tolère plus l'intolérable, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de hausser la voix parce que sa seule présence marque le territoire, parce que celui qui ne se traîne plus émotionnellement ne permet pas qu'on le traîne avec des mots, peu importe comment on t'a traité avant, peu importe combien de fois tu t'es courbé. L'important est que tu te reconnaisses maintenant, que tu te soutiennes maintenant, que tu marches maintenant comme quelqu'un qui s'est reconstruit sans demander pardon pour être fort. Parce que cette force, cette fermeté qui ne crie pas mais impose, c'est ce qui distingue celui qui s'est réveillé de celui qui se met encore à genoux émotionnellement par peur du rejet. Marche ainsi, avec une démarche sûre. Non pas de l'arrogance, mais de la certitude que tu ne rentres plus dans le rôle de celui qui se justifie pour être traité avec respect, parce que ce rôle brûle le jour où tu décides de ne plus jamais te traîner. 6. Ne donne pas tes raisons à celui qui n'a pas d'oreille. Expliquer ta vérité à quelqu'un qui ne veut pas te comprendre, c'est comme jeter des graines sur un sol en béton. Peu importe combien tes raisons sont pures, claires ou puissantes, si le terrain où tu les déposes n'est pas prêt à les recevoir, rien ne va germer. Tu ne feras que t'épuiser. Tu ne feras que perdre du temps, de l'énergie et de la dignité. Il y a des gens qui ne t'écoutent pas parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne veulent pas, ou parce qu'ils ont besoin de ne pas le faire pour continuer à se sentir supérieur à toi. Quand quelqu'un ne te respecte pas, ce n'est pas une question d'argument. C'est une question de perception. Cette personne a déjà décidé de te mettre dans une catégorie inférieure. Elle a déjà construit une image déformée de toi et s'y accroche parce qu'elle lui est utile, parce qu'elle lui donne du pouvoir, parce qu'elle lui permet de justifier son comportement. Essayer de la convaincre que tu fais les choses avec de bonnes intentions, c'est comme essayer de réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Ce n'est pas qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle ne veut pas comprendre. Le stoïcisme enseigne à lâcher la nécessité de l'approbation externe, non pas parce que ce que les autres pensent de toi n'a pas d'importance, mais parce que parfois, insister pour être compris est une forme déguisée de dépendance émotionnelle. Tu cherches à être compris non pas pour la clarté, mais par insécurité. Et quand tu fais ça avec quelqu'un qui ne te respecte pas, tu t'exposes à son mépris comme si ta valeur dépendait de sa validation. Tu donnes les clés de ton monde intérieur à quelqu'un qui ne sait même pas prendre soin du sien. La psychologie appelle cela la dissonance cognitive. Quand quelqu'un a une image ferme dans sa tête, toute information qui la contredit sera ignorée ou déformée. Alors tu peux parler, expliquer, justifier, supplier même, et rien ne changera. Parce que tu ne parles pas à une personne ouverte, tu parles à un mur. Et tu n'es pas venu au monde pour t'épuiser à frapper des murs. Tu es venu pour construire ta vie, pour protéger ta paix, pour prendre soin de ton énergie comme d'une ressource non renouvelable. Ne pas donner tes raisons ne signifie pas que tu n'en as pas. Cela signifie que tu sais choisir à qui tu les donnes. Il y a des gens qui méritent de connaître ta vérité et d'autres qui ne sont ni prêts ni disposés à la recevoir. Savoir faire la différence, c'est de la maturité. Choisir le silence plutôt que de s'engager dans une guerre perdue d'avance, c'est de la sagesse. Parce que tout dialogue n'est pas une communication. Parfois, c'est juste un spectacle où tu joues le rôle du mendiant émotionnel et l'autre celui du juge. Et dans ce théâtre, tout ce que tu réussis à faire, c'est te diminuer. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à quelqu'un qui a déjà fermé ses oreilles. Tu n'as pas besoin de te justifier devant quelqu'un qui cherche seulement à avoir le dernier mot. Tu n'as pas besoin de donner des raisons à quelqu'un qui a montré qu'il ne sait même pas respecter ton existence. Ton énergie est sacrée. Et comme tout ce qui est sacré, elle ne doit pas être mise sur n'importe quelle table.
Quand quelqu'un remet en question ta valeur, ta façon de penser, tes décisions, observe d'abord s'il y a une ouverture ou seulement un jugement, s'il y a un dialogue ou seulement une attaque, s'il y a un véritable intérêt ou seulement une stratégie pour te déstabiliser. Et s'il n'y a rien de tout cela, ferme la porte, non pas par rancœur, mais par la conscience que tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas une voix, tout ne mérite pas un accès à ce qu'il y a de plus intime en toi. Le respect ne se mendie pas, il se reflète. Et parfois, la façon la plus puissante de le maintenir est de garder tes raisons, de les protéger comme un trésor et de continuer ton chemin avec la certitude que tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit pour être en paix avec toi-même. 7. Ferme la porte fermement, pas avec culpabilité. Il y a des maisons qui, bien qu'elles soient encore debout, ne sont plus un foyer. Des endroits où tu te sentais en sécurité, mais qui avec le temps se sont remplis de fissures, de froid, d'absence déguisée en présence. Et pourtant, malgré la détérioration, il est difficile de partir, parce que partir implique d'accepter qu'il n'y a plus rien à sauver. Il en va de même pour certaines relations, liens et personnes qui ne te respectent pas. Tu sais qu'ils ne te font pas de bien, tu sais qu'ils te prennent plus qu'ils ne te donnent, mais tu restes là, laissant la porte entr'ouverte, comme si tu avais encore l'obligation de justifier ton départ. Fermer une porte ne devrait pas faire si mal, mais ça fait mal parce que tu as grandi en pensant que t'éloigner était de l'égoïsme, que mettre des limites était de la dureté, que dire stop était un échec. Tu as appris à rester même quand il n'y avait plus de paix, à supporter par peur de paraître faible, à pardonner l'impardonnable pour ne pas être vu comme quelqu'un de froid. Mais la vérité est autre. Il ne s'agit pas d'abandonner par lâcheté, il s'agit de te protéger par dignité. Parce que quand quelqu'un ne te respecte pas, chaque fois que tu choisis de rester, tu lui apprends qu'il peut continuer à le faire. Et cela, à long terme, n'est pas de la noblesse, c'est de la trahison de soi. Le stoïcisme ne promeut pas le détachement comme froideur, mais comme liberté intérieure. Il ne te dit pas de fermer des portes par orgueil, mais par clarté. Parce que quand quelque chose ou quelqu'un a déjà montré qu'il ne valorise pas ta présence, le plus sage n'est pas de discuter, c'est de te retirer. Pas avec colère, pas avec drame, avec fermeté, avec un calme qui coupe plus que n'importe quel mot. Parce que celui qui se respecte ne fait pas de scandale, il prend des décisions. Il ne crie pas, il agit. Il ne cherche pas la vengeance, il cherche la paix. La psychologie parle de la culpabilité comme une émotion qui apparaît quand tu crois que tu fais du mal, même quand tu te protèges. Et c'est ce que beaucoup ressentent en mettant des limites, la culpabilité. Mais cette culpabilité ne naît pas de l'action, elle naît du conditionnement. On t'a appris à penser aux autres avant toi, à tolérer, à te sacrifier, à supporter. Et maintenant, quand tu décides de dire « jusqu'ici », tu as l'impression de briser quelque chose. Mais ce que tu brises n'est pas un lien sain, c'est une chaîne invisible qui te liait à la douleur déguisée en loyauté. Fermer une porte ne signifie pas haïr, ne signifie pas mépriser. Cela signifie reconnaître que ta dignité vaut plus qu'une connexion brisée, que ta paix pèse plus que n'importe quelle histoire partagée, que tu n'es pas obligé de rester là où on ne prend pas soin de toi, là où on ne t'écoute pas, là où on ne te respecte pas. Et tu n'as pas à expliquer ton départ, ni à justifier ta distance, ni à rédiger un discours. Il suffit que tu prennes la décision. Claire, ferme, sans hésitation, sans culpabilité. Il y a des gens qui profitent du fait que tu as du mal à partir. Ils jouent avec ton empathie, avec ton besoin de ne pas paraître cruel. Ils te poussent à la limite, en sachant que tu vas pardonner encore une fois. Et chaque fois que tu pardonnes sans conséquence, tu réaffirmes leur pouvoir sur toi. C'est pourquoi quand tu décides de fermer la porte, fais-le vraiment. Ne la laisse pas entr'ouverte. Ne dis pas peut-être. Ne garde pas l'espoir qu'il change. Ferme. Et quand tu le fais, fais-le sans regarder en arrière. Parce que celui qui regarde en arrière court le risque de revenir, et celui qui revient sans condition revient à la même chose. Ferme la porte fermement, parce que tu ne fuis pas, tu choisis. Parce que tu ne te rends pas, tu te respectes. Parce que tu n'es pas dur, tu es clair. Et celui qui apprend à le faire ne récupère pas seulement sa dignité,
il récupère sa vie. 8. Prends soin de ton énergie comme celui qui prend soin de son temple. Ton énergie est comme un temple sacré au milieu d'une ville chaotique, un espace intérieur qui a besoin de silence, de respect et d'ordre. Mais si tu laisses les portes ouvertes, n'importe qui entre avec ses chaussures sales. Et ils ne font pas que salir, ils traînent leur bruit, leur colère, leur mépris et le déposent dans chaque coin de ton intérieur. Non pas parce que tu le permets consciemment, mais parce que tu n'as pas appris à prendre soin de cet espace comme on prend soin de ce qui est sacré. Et quand tu ne le fais pas, tu te vides. Il y a des gens qui ne te respectent pas, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu n'as pas encore reconnu l'importance de protéger ton énergie comme la ressource la plus vitale que tu as. Ils s'approchent avec leur charge émotionnelle, avec leur négativité constante, avec leurs mots passifs agressifs, avec leur attitude d'épuisement, et sans que tu t'en rendes compte, tu leur donnes accès. Tu les écoutes, tu les absorbes, tu restes dans leur tempête. Et à la fin de la journée, tu ne comprends pas pourquoi tu es épuisé. Pourquoi tu te sens contaminé de l'intérieur? Pourquoi tu as l'impression de perdre le contrôle? C'est simple, tu as laissé envahir ton temple. Le stoïcisme enseigne que ton monde intérieur doit être inviolable, que ce que les autres disent ou font ne doit pas avoir de pouvoir sur ta paix, à moins que tu ne le permettes. Et cette permission est accordée dans le subtil. Quand tu tolères un manque de respect petit, quand tu te tais pour éviter le conflit, quand tu acceptes des miettes émotionnelles par peur d'être seul, chacune de ces concessions ouvre une porte. Et une fois ouverte, le chaos entre sans demander la permission. La psychologie l'appelle fatigue émotionnelle. Et cela se produit lorsque tu passes trop de temps à maintenir des liens qui n'ajoutent rien, des relations qui soustraient, des personnes qui drainent. Le corps le ressent, l'esprit est surchargé et l'âme se fatigue. C'est pourquoi prendre soin de ton énergie n'est pas un luxe, c'est une urgence. Et cela commence par arrêter de justifier la présence de celui qui a déjà prouvé qu'il ne sait pas être. Cela commence par filtrer, par choisir, par discerner. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Tout le monde ne mérite pas tes mots, ton attention, ton temps, et encore moins ta paix. Prends soin de ton énergie comme celui qui prend soin de son temple, avec présence, avec des limites, avec fermeté. Non pas à partir de la froideur, mais à partir du respect de soi. Et si quelqu'un insiste pour envahir ton espace avec mépris, manipulation ou violence émotionnelle, fais ce que tu ferais avec n'importe qui entre chez toi sans permission. Expulse-le, non pas avec haine, mais avec clarté, non pas avec colère, mais avec détermination, parce que cet espace est à toi. Et celui qui ne le respecte pas ne mérite pas de rester. Les gens confondront cela avec de l'arrogance. Ils diront que tu es distant, que tu te crois supérieur, que tu es froid. Mais tu n'es pas ici pour t'expliquer. Tu es ici pour te protéger. Parce que tu as appris à la dure que lorsque tu ne mets pas de limites, le monde les dépasse toutes. Que lorsque tu ne nettoies pas ton temple, il devient une décharge émotionnelle pour les autres. Que lorsque tu ne valorises pas ton énergie, personne d'autre ne le fera. Fais un choix définitif. Deviens le gardien de toi-même. Vérifie qui entre, qui reste, ce qu'ils apportent, ce qu'ils laissent. Et si tu ne sais pas par où commencer, commence par une seule question. Est-ce que ce que je permets m'élève ou me vide? Si la réponse est épuisement, ferme la porte. Fais un pas en arrière. Respire. Et rappelle-toi que ton énergie n'est pas infinie, mais elle est sacrée. Et celui qui apprend à en prendre soin, non seulement se protège du manque de respect des autres, mais devient aussi un temple si solide que même la tempête la plus forte ne peut le renverser. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver ton esprit est comme une vieille maison que tu continues d'habiter sans te rendre compte que certaines pièces sont infestées de moisissures, d'autres sont fermées à clé et d'autres encore sont remplies d'échos qui ne sont pas les tiens. Tu as appris à vivre là, entre les ombres, les bruits étrangers et les murs qui craquent à chaque tentative de changement.
Mais il arrive un moment où il ne s'agit plus de décorer le désastre, mais de démolir ce qui ne sert plus et de tout reconstruire depuis les fondations. Ce moment est maintenant, parce que ce que tu appelles aujourd'hui ta personnalité est souvent juste de la programmation, des discours internes qui ne sont pas les tiens, des habitudes que tu as apprises pour survivre, des croyances que tu répètes sans les remettre en question. Tu as été façonné par ton environnement, par des blessures, par des attentes, par la peur. Et ce moule mental te maintient à réagir de la même manière, à ressentir la même chose, à stagner au même endroit, même si tu essaies de tout pour avancer. Mais il y a quelque chose qu'on ne t'a pas dit assez fort. Tu peux te reprogrammer. Tu peux changer les plans de cette maison mentale, redessiner tes pensées, reconstruire ton attitude, pas avec des fantasmes vides ou des phrases mièvres pour te remonter le moral pendant 5 minutes. Cela se fait avec des outils réels, avec une philosophie qui ne rouille pas, avec la neuroscience qui soutient ce que les stoïciens savaient déjà il y a des siècles, avec une psychologie pratique qui ne caresse pas ton ego, mais qui te réveille. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent continuer à décorer leur cage. Elle est pour ceux qui veulent la briser, pour ceux qui sont prêts à cesser d'être leur propre obstacle, pour ceux qui veulent se réhabiter avec force, avec clarté, avec direction. Reprogrammer ton esprit n'est pas un luxe, c'est une urgence. Parce que tant que tu ne prends pas le contrôle de ce qui se passe en toi, tu seras l'esclave de ce qui se passe à l'extérieur. 1. Brise le sort des histoires qui te retiennent. Ton esprit est comme une scène où chaque jour la même pièce se répète, même personnage, même dialogue, même fin. Et le plus dangereux, c'est que tu ne sais plus que tu joues. Tu connais ton rôle par cœur, celui qui ne peut pas, celui qui doute, celui qui attend la permission, celui qui se cache derrière des excuses élégantes. Tu l'as tellement bien appris que tu le confonds avec ton identité. Mais ce que personne ne t'a expliqué, c'est que tu n'es pas le personnage. Tu es celui qui écrit le scénario. Et tu peux le changer. Tu peux effacer des phrases, déchirer des scènes entières et commencer à répéter un nouveau rôle, un où tu n'es pas spectateur de ta vie, mais protagoniste avec une voix ferme et un regard clair. Chaque histoire que tu te répètes sans questionner a du pouvoir sur toi. Le pouvoir de te limiter, le pouvoir de saboter tes décisions, tes relations, ton présent. Beaucoup de ces histoires sont nées dans des moments de douleur, d'échec ou de peur. Elles se sont installées dans ta tête comme une façon de t'expliquer ce qui t'arrivait, de te protéger. Mais ce qui t'a protégé une fois, t'enferme maintenant. Si tu ne les brises pas, tu continueras à jouer à partir d'un vieux scénario, écrit avec de l'encre étrangère, rempli de phrases qui sonnent comme une défaite. La philosophie stoïcienne ne cherche pas à ce que tu vives anesthésié, elle cherche à ce que tu te réveilles, que tu te rendes compte que tu ne souffres pas de ce qui se passe, mais de ce que tu te dis quand ça se passe. Épictète l'a bien dit, ce qui te blesse n'est pas l'événement, c'est le jugement. Si tu interprètes chaque chute comme une punition, chaque rejet comme un échec, chaque silence comme une menace, alors le monde devient un champ de bataille interne où tu perds toujours. Mais si tu réécris l'histoire et décides que chaque chute est une leçon, chaque rejet une redirection et chaque silence un espace pour t'écouter, alors tu commences à reprendre le pouvoir sur ton esprit. Les neurosciences soutiennent cela avec force. Ton cerveau se façonne selon ce que tu répètes. Si tous les jours tu penses que tu ne peux pas, tu renforces ce réseau neuronal. Il devient plus rapide, plus automatique. Mais si tu t'entraînes à une nouvelle narration, ton cerveau commence à créer de nouveaux chemins. Tu te reconstruis littéralement de l'intérieur. Reprogrammer ton esprit n'est pas un acte magique, c'est un processus biologique, émotionnel et philosophique. Et cela commence par briser les histoires qui te retiennent. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair pour commencer. Tu as juste besoin d'identifier une histoire qui te limite et de la défier. Demande-toi d'où elle vient, à qui elle servait, si elle est encore utile, si elle te représente aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, laisse-la tomber. Remplace-la par une version plus honnête, plus forte, plus à toi. Puis, répète-la, écris-la, vis-la. Parce que l'esprit a besoin de preuves, il a besoin de cohérence. Il n'est pas convaincu par les mots, il est convaincu par l'action. Et non,
Ce ne sera pas facile. Briser l'ancien fait mal. Réécrire est fatigant. Il y aura des jours où les anciennes lignes te trahiront, où tu sentiras que tu joues sans conviction. Mais c'est une partie du processus. Personne n'apprend un nouveau rôle du jour au lendemain. L'important est de ne pas abandonner. Parce que plus tu habites cette nouvelle histoire, plus elle deviendra réelle. Et quand tu t'y attendras le moins, tu ne joueras plus, tu vivras. 2. Coupe à la racine le sabotage qui te maintient dans l'immobilisme. Il y a une voix qui vit en toi, mais elle ne parle pas toujours avec ta vérité. Parfois, elle sonne comme un murmure déguisé en prudence, d'autres fois comme un avertissement qui semble te protéger, mais qui en réalité t'enferme. Cette voix est comme une liane qui a commencé à pousser dans le jardin de ton esprit sans que tu t'en rendes compte. Au début, elle semblait inoffensive, voire utile, mais avec le temps, elle a recouvert tes décisions, tes plans, tes actions. Tu l'as laissée grandir parce qu'elle était familière, mais maintenant, elle t'a piégé. C'est ainsi que fonctionne l'autosabotage. Il ne se présente pas comme un ennemi, il se déguise en logique. Il te dit que ce n'est pas le moment, que tu n'es pas prêt, que tu pourrais échouer et que ce serait pire d'avoir essayé. Et tu le crois, parce que tu l'as entendu pendant des années. Tu t'habitues tellement à cette voix que tu la prends pour la tienne. Tu la répètes sans la remettre en question. Tu la défends même quand elle te détruit. Cette narration saboteuse est comme une racine pourrie qui contamine tout ce que tu essaies de construire. Tu peux avoir de grandes idées, des rêves clairs, de réels talents. Mais tant que cette racine reste vivante, tout s'affaiblit de l'intérieur. L'autosabotage n'est pas seulement une pensée négative, c'est une chaîne invisible qui te maintient dans l'immobilisme. Chaque fois que tu es sur le point d'avancer, elle s'active. Elle te distrait, te remplit de doutes, te convainc que tu es bien là où tu es. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que bouger fait peur. Le cerveau préfère le connu, même si ça fait mal. Et cette préférence pour le familier te maintient dans des cercles. La philosophie stoïcienne le rend clair. Marc Aurèle a écrit des centaines de réflexions, non pour se vanter, mais pour se rappeler ce que son esprit essayait d'oublier. Que le devoir est au-dessus de la peur, que l'action vaut plus que l'intention, que l'autodiscipline n'est pas négociable. Les stoïciens savaient que l'esprit, si tu ne le surveilles pas, devient faible. C'est pourquoi ils n'attendaient pas de se sentir motivés, ils agissaient avec conviction. Ils coupaient à la racine toute pensée qui les rendait moins capables. Et ils ne demandaient pas la permission de le faire, ils le faisaient simplement. En psychologie, il a été démontré que de nombreuses formes d'auto-sabotage naissent de la peur du changement, du jugement, de l'échec ou même du succès. Ce n'est pas que tu ne veux pas avancer, c'est que ton esprit ne se sent pas en sécurité en sortant de ce qu'il connaît. Alors il te protège. Mais cette protection te paralyse. Tu procrastines, tu repousses des décisions importantes, tu t'éloignes de ce qui te ferait grandir, et tu le fais en croyant que tu es censé, alors qu'en réalité, tu nourris ton immobilisme. Couper à la racine ce schéma nécessite une décision. Il ne s'agit pas de l'analyser 1000 fois, il s'agit de l'interrompre. Chaque fois que ton esprit dit « je ne peux pas », tu dois répondre par une action. Ne laisse pas cette phrase se compléter. Change la pensée, change la réponse, change le mouvement. Car c'est seulement ainsi que tu cesses d'être l'esclave de tes propres excuses. La répétition crée l'habitude. Et si tu as entraîné pendant des années une mentalité qui te sabote, tu peux aussi entraîner une mentalité qui te pousse. La clé est de ne pas céder un centimètre. Chaque fois que tu identifies ce schéma, arrête-le. N'attends pas le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas, il se construit. Et pour le construire, tu dois d'abord nettoyer le terrain. Arrache cette vieille racine qui contamine tes décisions. Parce que tant que tu ne le fais pas, tout ce que tu essaies de semer va pourrir. L'autosabotage ne se négocie pas, il s'élimine. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avancer, il s'agit de cesser d'être toi-même le plus grand obstacle sur ton chemin. 3. Plante des intentions fermes dans ton esprit chaque aube. Ton esprit au réveil est comme un champ ouvert. Il est encore humide de la rosée des rêves. Les traces de la journée n'ont pas encore foulé le sol. Les bruits de l'extérieur ne sont pas encore arrivés. Ce terrain attend un ordre, une graine, une direction.
Et si tu ne plantes rien, d'autres le feront pour toi. Les réseaux, les nouvelles, le passé, tes blessures, tes tâches en attente, tous seront prêts à semer dans ta tête tout ce qu'ils trouvent. C'est pourquoi chaque matin n'est pas seulement le début d'un jour de plus, c'est une opportunité radicale de décider qui tu vas être. Et cela commence par planter une intention ferme. Pas une illusion, pas une fantaisie, mais une décision claire qui guide ton attitude, tes pensées et ton énergie. Ce que tu sèmes dans ton esprit au début de la journée se développe. Les neurosciences le confirment. Dans ces premières heures, ton cerveau est dans un état hautement réceptif. Ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu visualises a un impact beaucoup plus profond qu'à tout autre moment. Si tu te réveilles avec des plaintes, des urgences ou des pensées chaotiques, c'est ce que tu multiplies. Mais si tu choisis de planter un but, une concentration et une direction, tu reprogrammes ton système dès le départ. Tu ne laisses pas la vie te traîner. Tu prends la barre. Et cette petite habitude quotidienne, répétée avec constance, peut changer l'architecture complète de ta façon de vivre. Les stoïciens comprenaient cela sans avoir besoin d'études modernes. Marc Aurèle commençait ses journées par la réflexion. Sénèque écrivait qu'on devait se préparer mentalement à ce qui allait venir, non pas en tant que pessimiste, mais en tant que stratège, car celui qui n'anticipe pas réagit, et celui qui ne fait que réagir est toujours en retard. C'est pourquoi planter des intentions fermes n'est pas répéter des phrases vides. C'est décider avec quel caractère tu vas affronter la journée. C'est regarder le jour dans les yeux avant qu'il ne te regarde. C'est te demander quel type de personne tu veux être aujourd'hui et agir comme si cette version habitait déjà en toi. Parce qu'elle le fait. Elle a juste besoin que tu l'appelles à l'avant. Une intention ferme ne signifie pas que tout sera parfait. Cela signifie que, quoi qu'il arrive, tu as déjà choisi comment tu vas répondre. Il se peut que des obstacles, des frictions, des imprévus arrivent. Mais si tu as déjà semé la clarté au réveil, tu ne seras pas emporté par le chaos. Tu auras des racines, tu auras une base, tu auras une direction. Parce que l'esprit est comme une boussole. Si tu ne calibres pas son or chaque matin, n'importe quoi peut te désorienter. Et perdre le cap aujourd'hui signifie répéter les mêmes schémas, céder du terrain à ce que tu n'as pas choisi consciemment. Beaucoup vivent leurs jours comme s'ils étaient des accidents. Ils réagissent sans contrôle, courent sans sens, dorment épuisés et se réveillent de la même façon. Non pas parce qu'ils manquent de temps, mais parce qu'ils manquent d'intention. Une intention claire a plus de pouvoir que 1000 plans vagues, et elle se construit en silence, dans la première heure de la journée, lorsque tu peux encore décider avant que tout l'extérieur commence à t'influencer. Tu n'as pas besoin de rituels complexes, juste de la présence, juste de la conviction, juste un moment avec toi-même où tu déclares ce que tu vas cultiver aujourd'hui. Cela peut être un mot, une phrase, une image mentale. L'important est que ce soit le tien, qu'il naisse de ta vérité, pas de tes peurs. Parce que celui qui plante une intention récolte un but, et celui qui a un but est déjà un pas en avant des autres. Alors demain, lorsque tu ouvriras les yeux, ne saute pas directement dans le bruit. Sème d'abord, plante fermement. Décide avec quelle attitude tu vas marcher. Parce que ce que tu cultives dans ton esprit à l'aube sera l'ombre qui t'accompagnera le reste de la journée. 4. Désarme les pièges mentaux qui te réduisent. Il y a un labyrinthe que nous parcourons tous, mais peu osent le regarder d'en haut. À première vue, il semble que tu marches en liberté, que tu prends des décisions, que tu choisis le cap. Mais si tu observes clairement, tu te rends compte que tu finis toujours dans les mêmes couloirs. Tu reviens au point de départ, trébuchant sur les mêmes doutes, écoutant les mêmes échos, ressentant la même peur que tu pensais avoir surmontée. Ce labyrinthe n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Et ce n'est ni le destin ni les circonstances qui l'ont construit. Ce sont les pièges mentaux que tu as acceptés comme vérité qui l'ont érigé un à un. Ce ne sont pas des pièges évidents. Ils n'apparaissent pas avec des signaux d'alerte. Ce sont des pensées déguisées en prudence, des raisonnements qui sonnent logiques, des phrases que tu as apprises de quelqu'un d'autre et que tu répètes maintenant sans t'en rendre compte. Je ne suis pas si bon. Ça ne vaut pas la peine d'essayer. Je vais sûrement échouer.
Tu te les dis comme si elles étaient des avertissements utiles, mais en réalité, ce sont des murs qui t'enferment. Et chaque fois que tu leur obéis, le labyrinthe devient plus étroit. Les stoïciens savaient qu'une grande partie de la souffrance humaine ne vient pas de ce qui se passe, mais de la façon dont nous l'interprétons. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, et il n'avait pas tort. La plupart du temps, ce n'est pas la chute qui fait mal, c'est le jugement cruel que tu portes sur toi-même après être tombé. Ce n'est pas l'erreur qui te retient, c'est le sens que tu lui donnes. C'est le piège le plus dangereux, confondre tes pensées automatiques avec la vérité. En psychologie, ces pièges mentaux sont connus sous le nom de distorsion cognitive. Ce sont des erreurs dans la façon de penser qui limitent ta perception. Tu catastrophises, tu généralises, tu t'identifies à tes échecs. Et le plus grave, c'est que tu ne sais même pas que tu le fais. Ton esprit te convainc qu'il est objectif, alors qu'en réalité, il joue contre toi. Et si tu ne t'arrêtes pas pour le remettre en question, tu finiras par répéter une vie que tu n'as pas choisie. Désarmer ces pièges ne nécessite pas la perfection, mais le courage. Le courage d'interrompre le schéma, d'observer la pensée sans lui obéir, de dire « stop » quand cette voix dans ta tête essaie de te réduire à nouveau. Tu n'as pas besoin d'avoir la réponse parfaite, tu as juste besoin d'arrêter de croire tout ce que tu penses. Parce que toutes les pensées ne méritent pas ton attention, et toutes les peurs ne méritent pas ton respect. La première étape est de réaliser que tu es dans le labyrinthe. La deuxième est de commencer à escalader les murs. Comment? En questionnant. Qui a dit ça? Depuis quand le crois-tu? Est-ce que ça te sert ou est-ce que ça te lie? Chaque fois que tu poses ces questions, tu retires du pouvoir au piège. Tu l'exposes, tu le désactives. Et même s'il revient, parce qu'il reviendra, il ne te domine plus. Parce que tu ne marches plus à l'aveugle. Tu n'es pas obligé de vivre dans une cage mentale simplement parce qu'elle est confortable. Et tu n'es pas condamné à obéir aux limites que quelqu'un d'autre t'a imposées. Tu peux être plus grand que tes pensées automatiques. Tu peux créer un espace entre ce que tu penses et ce que tu décides. Et dans cet espace se trouve ta liberté. Personne ne le fera pour toi. Personne ne peut parcourir ce labyrinthe à ta place. Mais si tu choisis de l'affronter, si tu choisis de démonter chaque piège avec intention et courage, tu te rendras compte de quelque chose de puissant. Tu as toujours été plus grand que tout ce qui t'a fait te sentir petit. 5. Deviens ton meilleur allié, pas ton juge. Il y a des combats que personne ne voit, mais qui épuisent plus que n'importe quelle bataille extérieure. Ce sont les combats silencieux qui se déroulent dans ta tête, où tu deviens ton propre accusateur, ton bourreau et ta punition. C'est comme vivre dans une salle d'audience permanente, où chaque erreur devient une sentence, chaque émotion est examinée avec sévérité, et chaque faiblesse est utilisée comme preuve contre toi. L'ironie, c'est que ce tribunal interne n'est pas gouverné par la vérité, mais par l'insécurité, la comparaison, la culpabilité accumulée et les voix que tu as laissées vivre en toi. Tu n'es pas né avec ce juge. Tu l'as construit avec des expériences, des exigences, des déceptions. Tu as appris à te parler durement, croyant que c'était de la discipline, que pointer tes défauts te rendrait plus fort, que ne jamais te pardonner était une façon de ne pas répéter les erreurs. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était qu'une façon de te déconnecter de toi-même, d'éroder ton estime de soi, de devenir ta propre menace. Et personne ne peut avancer avec assurance lorsqu'il est en guerre avec celui qu'il voit dans le miroir. Le stoïcisme enseigne que nous ne devrions pas nous punir pour ressentir, mais nous éduquer pour mieux agir. Sénèque parlait de l'importance de l'autocontrôle, oui, mais aussi de la compassion rationnelle. Pas cette compassion faible qui justifie tout, mais celle qui te permet d'apprendre sans te détruire, de te corriger sans te mépriser. Parce que pour grandir, tu n'as pas besoin d'un fouet, tu as besoin de conscience, tu as besoin de reconnaître tes erreurs, mais aussi d'honorer tes efforts. Tu as besoin de t'exiger, mais sans te briser. Tu as besoin de te traiter avec la même fermeté que tu utiliserais avec quelqu'un que tu aimes vraiment. La psychologie est claire. Le dialogue interne est l'un des facteurs les plus déterminants de la santé mentale, de l'estime de soi et de la motivation. La façon dont tu te parles non seulement reflète comment tu te sens,
mais aussi façonne comment tu te comportes. Si ton esprit est rempli de jugement, de honte et de critiques constantes, tu n'auras pas de place pour le changement. Tu seras trop occupé à te défendre contre toi-même. En revanche, lorsque tu apprends à te parler comme un allié, tu retrouves de l'énergie, de la concentration, de la clarté. Et cela te permet d'agir à partir d'un lieu de pouvoir, non de punition. Être ton meilleur allié ne signifie pas éviter la vérité. Cela signifie être brutalement honnête avec toi-même, sans perdre le respect. Cela signifie que lorsque tu échoues, tu te le dis sans fioriture, mais aussi sans te détruire. Cela signifie que lorsque tu es fatigué, tu ne te traites pas de faible, mais tu te rappelles pourquoi tu as commencé. Cela signifie que lorsque tu doutes, tu ne te ridiculises pas, mais tu t'ancres dans ce que tu as déjà accompli. C'est une forme de loyauté interne, de présence réelle, de discipline enracinée. Beaucoup pensent qu'ils ont besoin de motivation externe pour changer. Ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'arrêter d'être leur pire ennemi. Parce que tant que tu continueras à nourrir le juge en toi, chaque objectif deviendra un fardeau, chaque pas une bataille. Mais lorsque ce juge devient un guide, un compagnon, un témoin de ton évolution, tout change. Ton esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un terrain fertile pour la croissance. N'attends pas de te sentir prêt pour arrêter de t'attaquer. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te traiter avec dignité. Commence par reconnaître chaque pensée qui te blesse. Ensuite, remplace-la par une qui te défie sans te détruire. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes vraiment. Parce que si tu n'es pas ton allié, personne d'autre ne pourra occuper ce lieu de manière authentique. 6. Transforme le « je ne peux pas » en un pont vers la croissance. Un mur n'a pas besoin d'être haut pour t'arrêter. Il a juste besoin que tu crois que tu ne peux pas le franchir. Le « je ne peux pas » fonctionne de la même manière. Il ne crie pas toujours. Parfois, il n'apparaît que comme un murmure déguisé en certitude. Il s'installe dans ta tête comme une barrière invisible qui te convainc que ce pas est trop grand, ce changement trop risqué, ce rêve trop lointain. Et le pire n'est pas que tu l'entendes, le pire est que tu y crois. Parce qu'à chaque fois que tu répètes « je ne peux pas », tu cèdes ton pouvoir, tu abandonnes tes possibilités, tu réduis ton identité. Mais ce mur n'est pas réel. C'est une construction mentale faite de peur, d'expériences mal interprétées et de manque de formation émotionnelle. La plupart du temps, le « je ne peux pas » ne signifie pas incapacité, il signifie ignorance. Cela signifie que tu ne sais pas encore comment, que tu ne l'as pas encore pratiqué, que tu n'as pas encore brisé les schémas qui te maintiennent au même endroit. Parce que si une chose est certaine, c'est que personne ne naît en sachant comment avancer. Tout s'apprend, tout se travaille, tout se transforme avec la pratique, la concentration et la décision. Les stoïciens ne parlaient pas de limites avec résignation, ils parlaient de responsabilité avec courage. Épictète, un esclave devenu philosophe, n'a jamais dit « je ne peux pas » face aux circonstances qui lui étaient imposées. Il a dit « cela est hors de mon contrôle, mais ma réaction ne l'est pas ». Et cette mentalité est celle qui transforme le « je ne peux pas » en un outil. Au lieu de l'utiliser comme une excuse, tu l'utilises comme un signal. Si tu ne peux pas aujourd'hui, alors tu t'entraînes. Si tu ne peux pas maintenant, alors tu apprends. Si tu ne sais pas comment, alors tu demandes. Parce que renoncer n'est jamais une option pour quelqu'un qui a décidé de grandir. Les neurosciences soutiennent cette vision. Ton cerveau s'adapte à ce que tu répètes. Si tu affirmes tous les jours que tu ne peux pas, tu entraînes ton esprit à abandonner avant même d'essayer. Tu renforces les circuits de la peur, du blocage, de la paralysie. Mais si tu commences à te parler différemment, si tu choisis de répondre par un « pas encore » au lieu d'un « je ne peux pas », tu reprogrammes ton système. Tu crées de nouvelles voies mentales qui te poussent vers l'avant au lieu de t'enfermer. Et non, il ne s'agit pas de te tromper. Il s'agit de faire de la place pour le possible, de remplacer le jugement par la curiosité, le doute par l'action, la plainte par l'apprentissage. Parce qu'à chaque fois que tu changes un « je ne peux pas » par une question, par un essai, par une tentative, tu construis un pont. Un pont qui relie ce qui semble aujourd'hui inatteignable à ce qui sera demain une partie de toi. Mais ce pont n'apparaît pas tout seul. Tu le construis, pas à pas, décision après décision,
te poussant chaque jour un peu plus loin de ce que tu croyais être ta limite. Transformer cette pensée limitante n'est pas un exercice de motivation superficielle. C'est une stratégie de survie consciente. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne changes pas, tu vas vivre une vie plus petite que celle que tu pourrais vivre. Et le plus douloureux ne sera pas ce que tu n'as pas accompli, mais ce que tu n'as même pas essayé. Tu n'as pas besoin d'être invincible, tu as besoin d'être constant. Tu n'as pas besoin de tout résoudre, tu as besoin d'avoir le courage de continuer. Parce que celui qui continue apprend, et celui qui apprend peut. Alors la prochaine fois que tu entends en toi ce « je ne peux pas », ne l'accepte pas comme une vérité. Utilise-le comme une alarme, un signal que ton prochain niveau est juste là. Et alors réponds comme quelqu'un qui a déjà décidé de ne plus vivre sous ses propres excuses. Fais un pas, même si ton corps tremble, même si tu n'as pas toutes les réponses. Parce que ce pas, aussi petit soit-il, est le début d'une nouvelle version de toi. 7. Vide le sac à dos émotionnel que tu portes en silence. Porter des ressentiments, des culpabilités et des peurs n'est pas très différent de porter un sac à dos invisible qui, avec le temps, devient insupportable. Au début, tu le sens à peine. Tu peux avancer avec lui, voire courir si tu en as besoin. Mais chaque souvenir non résolu, chaque mot non dit, chaque douleur que tu décides de taire devient une pierre de plus. Et quand tu t'en rends compte, tu ne marches plus librement. Tu traînes le poids de tout ce que tu n'as pas lâché. La plupart des gens le font. La plupart sourient à l'extérieur et à l'intérieur sont épuisés, mais s'habituent à le porter parce qu'ils ne savent pas comment lâcher prise. Le piège est que tu crois que ce poids fait partie de toi, que c'est normal de vivre avec une tension constante, avec une angoisse dont tu ne sais pas d'où elle vient, avec une tristesse qui apparaît sans raison. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est que de l'accumulation. C'est juste ton corps et ton esprit qui te crient qu'il est temps de vider. Parce que personne ne peut avancer vers quelque chose de nouveau s'il est attaché à l'ancien. Personne ne peut être libre tant qu'il porte ce dont il n'a plus besoin. Le problème n'est pas ce qui s'est passé. Le problème est ce que tu continues à soutenir sans t'en rendre compte. La philosophie stoïcienne ne nie pas la douleur, elle la transforme. Marc Aurèle ne demandait pas une vie sans difficulté, il demandait la force de les traverser avec dignité. Il comprenait que les émotions non résolues ne se dissolvent pas, elles s'incrustent. Et que la seule façon de ne pas être esclave du passé est de l'affronter. Pas avec du drame, mais avec du courage. Pas avec du victimisme, mais avec de la responsabilité. Parce que c'est ce que demande la liberté intérieure. Assumer ce qui a été, en tirer des leçons et arrêter de le traîner. La psychologie le confirme. Les émotions qui ne s'expriment pas finissent par se transformer en symptômes physiques, en blocages mentaux, en comportements autodestructeurs. Ce qui n'est pas libéré se répète. Ce qui n'est pas nommé domine. C'est pourquoi il ne suffit pas de dire « je l'ai surmonté ». Si chaque nuit tu te couches avec des nœuds dans la poitrine et des pensées qui ne te laissent pas en paix. Lâcher prise n'est pas oublier. Lâcher prise, c'est accepter. C'est donner une place à ce qui s'est passé, sans permettre que cela définisse qui tu es aujourd'hui. Vider ce sac à dos émotionnel nécessite une décision. Il faut faire une pause et regarder à l'intérieur. Te demander ce que tu portes qui ne te sert plus. Qui continues-tu à blâmer? Quelle blessure continues-tu à éviter? Quel deuil n'as-tu jamais fermé? Non pas pour te vautrer dans le passé, mais pour le fermer fermement. Parce que chaque fois que tu le fais, tu récupères de l'espace intérieur. Et avec cet espace vient la clarté, vient la légèreté, vient le pouvoir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu as juste besoin d'être prêt à arrêter de porter ce qui te consume, à pardonner, même si l'autre ne s'excuse pas, à lâcher des attentes qui te frustrent, à libérer des versions de toi qui ne représentent plus ta vérité. Et oui, ça fera mal, parce que vider fait mal. Mais ça fait moins mal que de continuer à porter ce qui te brise en silence. Tu n'es pas obligé de vivre avec un fardeau émotionnel éternel, simplement parce que tu as grandi ainsi. Tu peux réécrire la façon dont tu choisis de ressentir, de traiter et de libérer.
Tu peux faire du silence un lieu pour ordonner et pas pour cacher. Tu peux regarder ton histoire sans en faire ta prison. Et tu peux, une fois pour toutes, laisser ce sac à dos par terre, respirer plus profondément et avancer plus légèrement vers tout ce que tu mérites. 8. Respire dans le chaos et redessine ta clarté intérieure. Être en vie, c'est comme naviguer au milieu d'une tempête constante. Parfois, la mer est calme. Parfois, elle se déchaîne sans prévenir. Tu ne peux pas contrôler le vent, ni les vagues, ni les éclairs qui éclairent tes peurs les plus profondes. Mais tu peux apprendre à respirer dans le chaos. Tu peux transformer ta respiration en une ancre qui te connecte à ce qui est toujours avec toi, ton centre. Parce que lorsque le monde est en désordre, lorsque tout semble hors de place, lorsque les bruits de l'extérieur veulent te dévorer, seul celui qui sait revenir à lui-même trouve la clarté. Le problème n'est pas qu'il y a du chaos. Le problème est que tu penses que tu as besoin de tout contrôler pour être en paix. Mais la vraie paix ne vient pas de l'ordre extérieur, elle vient d'un esprit entraîné. Un esprit qui ne se laisse pas emporter par chaque stimulus, qui ne réagit pas à chaque provocation, qui ne se perd pas dans des suppositions ou des peurs anticipées. Le chaos est partout. Il est dans les nouvelles, dans les changements inattendus, dans les pensées répétitives, dans les exigences de la vie moderne. Mais il peut aussi être calme si tu l'es. Parce que le vrai pouvoir n'est pas d'éteindre les tempêtes, mais de rester ferme à l'intérieur d'elles. Le stoïcisme est, en essence, un entraînement pour le chaos. Marc Aurèle écrivait pour ne pas se perdre dans ses émotions. Épictète enseignait que rien d'extérieur ne devrait te prendre ta paix, sauf si tu le permets. Non pas parce qu'ils étaient froids, mais parce qu'ils savaient que la souffrance constante naît du désir de contrôler l'incontrôlable, et que la clarté intérieure est une décision quotidienne, une pratique, une façon de vivre. Il ne s'agit pas de fuir le bruit, mais d'apprendre à penser fort à l'intérieur de lui. La neuroscience démontre que la respiration consciente active des régions du cerveau associées au contrôle de soi, à l'attention et à la régulation émotionnelle. Au milieu du chaos, respirer profondément et consciemment n'est pas seulement une technique, c'est une affirmation. Je suis ici, je ne me suis pas perdu, je continue à choisir comment répondre. Parce que lorsque tu respires avec intention, tu interromps la réactivité automatique. Tu ouvres un espace entre le stimulus et ta réaction. Et dans cet espace, tu peux penser mieux, décider avec plus de clarté et agir avec plus de précision. Redessiner ta clarté intérieure n'implique pas d'avoir toutes les réponses. Cela implique de savoir faire silence au moment exact. Cela implique de t'arrêter avant d'exploser, de penser avant de parler, de te soutenir avant de t'effondrer. Cela signifie que, même si tout semble s'effondrer à l'extérieur, tu sais qu'il y a un endroit en toi qui ne se brise pas, un espace interne qui ne dépend pas des circonstances, qui n'a pas besoin de garantie, qui existe simplement pour te rappeler qui tu es quand tout tremble. Respirer dans le chaos est un acte de pouvoir. Ce n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Parce que lorsque les autres réagissent, tu observes. Lorsque les autres se perdent, tu te recueilles. Lorsque les autres crient, tu choisis le silence. Et ce silence n'est pas vide, c'est de la clarté, c'est une direction, c'est une force contenue qui attend le moment approprié pour agir. C'est la différence entre quelqu'un qui survit et quelqu'un qui maîtrise son monde intérieur. Alors, n'attends pas que le chaos disparaisse, il ne le fera pas. Mais tu peux t'entraîner pour qu'il cesse de te gouverner. Tu peux faire de chaque respiration un choix. Et tu peux, même au milieu du bruit, maintenir une clarté si ferme qu'aucune tempête ne peut l'éteindre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver. L'esprit effrayé est comme un marin pris au piège au milieu d'une tempête féroce, regardant des vagues géantes se briser autour de lui, avec le vent lui arrachant le gouvernail et la boussole perdue dans le brouillard. Cette tempête est la peur, l'anxiété, le stress, un chaos qui semble vouloir le couler. Mais il y a quelque chose que personne ne te dit.
Tu n'as pas besoin d'attendre que la tempête passe pour continuer à naviguer. Non, la vraie force est d'apprendre à manœuvrer le gouvernail au milieu de l'ouragan, à garder les yeux fixés sur l'horizon, même si tout autour de toi crie à l'abandon. Se libérer de la peur n'est pas un chemin confortable, ni facile. C'est affronter cette mer déchaînée avec la seule arme que tu as, ton esprit. Et c'est là qu'intervient la philosophie stoïcienne, un guide pratique, brutal et honnête pour prendre le contrôle conscient de tes émotions, pour que ni la peur, ni l'anxiété, ni le stress ne puissent gouverner ta vie. Il ne s'agit pas de faire disparaître ces sensations, mais d'apprendre à les maîtriser, à respirer quand tout semble s'effondrer et à construire un refuge solide en toi-même. Dans ces 2 parties, je partagerai 8 leçons stoïciennes, 8 armes pour que tu cesses d'être une victime de la peur et que tu commences à être le capitaine de ton propre esprit. Prépare-toi à regarder la réalité sans filtre, car c'est seulement dans la vérité que la liberté s'éveille. Un nain fait le premier pas avec peur, mais sans pause. La peur est ce bruit sourd au fond d'une grotte sombre, où chaque pas que tu fais semble résonner avec des échos qui multiplient tes doutes. Imagine que tu es debout juste à l'entrée de cette grotte, regardant la pénombre et ressentant le poids de l'inconnu, mais avec le besoin urgent d'avancer, car rester immobile n'est pas une option. Faire le premier pas ne signifie pas que la peur disparaît, ni que la tempête intérieure se calme. Cela signifie que malgré ce bruit, tu décides de bouger un pas après l'autre, sans t'arrêter pour attendre que la peur te donne la permission ou se dissolve d'elle-même. C'est la clé pour te libérer. Avancer avec peur, sans pause ni excuse. C'est la différence entre être prisonnier et être libre. Beaucoup pensent que le courage est l'absence de peur, mais c'est un mensonge confortable qui ne sert qu'à justifier l'inaction. Le véritable courage est de faire ce qu'il faut faire, même quand la peur te frappe fort, même quand tes jambes semblent vouloir te trahir. Les stoïciens comprenaient très bien cela. Pour eux, la vie présente toujours des difficultés. Mais la force se mesure par la capacité d'agir malgré la peur. N'attends pas de te sentir prêt, car ce moment peut ne jamais arriver. Fais le premier pas, même si ton corps te crie de reculer, même si ton esprit veut inventer 1000 raisons de ne pas le faire. Le premier pas est un acte de pouvoir, de contrôle sur toi-même, un défi direct à la peur. Quand tu décides d'avancer sans pause, tu commences à affaiblir la peur. Chaque mouvement, aussi petit soit-il, est un coup qui affaiblit ses chaînes. Il ne s'agit pas de faire de grandes prouesses, mais de s'engager dans l'action constante, car la peur se nourrit de l'inactivité, de l'attente passive. Rester en mouvement est comme allumer une lumière dans cette grotte sombre, un phare qui réduit l'ombre et rend les échos moins intimidants. L'action continue crée un terrain solide, et peu à peu, la peur perd du terrain. Ce premier pas avec peur mais sans pause est aussi un entraînement pour l'esprit. Tu apprends que tu n'as pas à contrôler toutes les circonstances, mais tu peux contrôler ta réponse. La peur peut être un visiteur inconfortable, mais pas un locataire permanent. Contrôler l'action face à la peur est la graine de la résilience. Peu importe si tu trébuches ou si le chemin est difficile, ce qui compte, c'est que tu continues d'avancer, que tu ne t'arrêtes pas pour te lamenter ou pour justifier la paralysie. Les stoïciens disaient que nous ne pouvons pas changer le monde extérieur, mais nous pouvons contrôler comment nous y répondons. Et cela inclut de faire face à la peur avec des pas déterminés. De plus, faire le premier pas avec peur implique d'accepter que le processus de libération n'est pas linéaire. Il y aura des moments où la peur reviendra avec force, où tu auras envie de t'arrêter ou de reculer. C'est naturel, humain et attendu. Ce qui change l'histoire, c'est que cette fois, tu sais que tu ne peux pas t'arrêter. Cette fois, tu sais que la pause n'est pas une option et que la seule direction possible est vers l'avant, même si c'est un petit pas tremblant. Cette connaissance intérieure, cet engagement inébranlable envers toi-même, est ce qui commence à démanteler la peur depuis ses fondations. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par ne pas laisser la peur te paralyser face à des situations que tu sais que tu dois affronter. Cela peut être parler en public, affronter une conversation difficile, prendre une décision importante ou simplement te lever chaque jour et affronter tes responsabilités malgré l'anxiété. Tu n'as pas besoin d'éliminer la peur pour avancer. Tu as besoin de la reconnaître et de décider qu'elle ne contrôlera pas ta vie. Cette décision active, cette force intérieure est le véritable moteur du changement.
Enfin, ce premier pas avec peur mais sans pause est un appel à l'action radicale. N'attends pas que les conditions soient parfaites ou que tu te sentes courageux tout le temps. La vie ne fonctionne pas ainsi et la philosophie stoïcienne ne te vend pas d'illusions. Elle te défie de prendre le contrôle maintenant, avec tout ce que tu as, avec la peur dans le corps et l'esprit agité, mais avec la détermination de continuer à avancer. Chaque pas que tu fais te libère un peu plus. Il n'y a pas de raccourci ni de tour de passe-passe, seulement le pouvoir d'avancer avec peur, sans pause, jusqu'à ce que la peur cesse de t'avoir. 2. Rapprochez-vous de vos ombres, ne les évitez plus. Affronter la peur, c'est comme regarder au fond d'un miroir brisé qui reflète des fragments de vous-même que vous préféreriez ignorer. Ces fragments, ces ombres internes, gardent les blessures, les doutes, les insécurités qui alimentent la peur et la maintiennent en vie. La plupart des gens fuient cette réflexion. Ils préfèrent couvrir ces morceaux avec des distractions, des excuses ou des dénis. Mais se libérer de la peur exige le contraire, s'approcher sans peur de ces ombres, les examiner avec une brutalité honnête et cesser de les éviter comme si elles étaient l'ennemi. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vérité, aussi dure soit-elle, est le premier pas vers la liberté. Vous ne pouvez pas vaincre un ennemi que vous ne connaissez pas, et vos ombres internes sont précisément cela. Des ennemis silencieux qui gouvernent vos réactions, votre anxiété et votre stress sans que vous vous en rendiez compte. Les éviter ne fait que renforcer leur contrôle sur vous, car ce qui n'est pas confronté grandit dans l'obscurité. Regarder vos ombres en face est un acte de courage radical, un engagement envers vous-même pour désarmer la peur à sa racine. Lorsque vous décidez de vous rapprocher de vos ombres, vous commencez à désactiver le pouvoir qu'elles ont sur vous. Au lieu d'éviter la peur, vous la reconnaissez et lui donnez de l'espace pour qu'elle existe sans vous paralyser. L'anxiété et le stress baissent leur volume lorsque vous ne luttez pas contre eux avec le déni, mais que vous les intégrez dans votre expérience consciente. C'est comme arrêter de se battre contre la tempête et apprendre à naviguer dedans en utilisant chaque vent, chaque vague pour avancer avec plus de force et de contrôle. Ce processus n'est ni confortable ni rapide. Il exige de la patience et une auto-observation constante. Vous devez vous demander ce qui vous fait vraiment peur, quelles histoires internes vous vous répétez et comment ces ombres façonnent vos décisions. Les stoïciens proposaient une pratique quotidienne d'auto-examen pour reconnaître ces ombres, car seule la conscience peut vous permettre de choisir de ne pas être leur otage. Il ne s'agit pas de se punir ou de s'auto-flageller, mais de reconnaître sans filtre pour transformer. Dans la vie quotidienne, se rapprocher de vos ombres peut signifier ressentir la peur sans chercher à s'échapper, explorer les pensées qui vous bloquent ou affronter les émotions que vous évitez. Cela signifie être présent avec tout cela, sans se juger, sans se blâmer, simplement en observant avec respect et fermeté. C'est un entraînement mental qui renforce votre résilience et vous prépare à agir avec clarté, même lorsque la peur veut vous envelopper. Le point clé est qu'en connaissant et en acceptant vos ombres, vous réduisez leur capacité à vous manipuler. La peur perd son pouvoir lorsque vous la sortez de l'obscurité et la portez à la lumière de votre conscience. Cette lumière, bien que petite au début, commence à éclairer vos zones les plus cachées et vous permet de marcher avec plus de liberté et moins d'angoisse. Cette approche consciente des ombres internes est une leçon stoïcienne qui transforme la peur en une opportunité de croissance. Au lieu d'être victime de vos réactions, vous devenez l'observateur attentif et souverain de votre esprit. Ainsi, vous commencez à briser les cycles d'anxiété et de stress qui se nourrissent du déni et du contrôle raté. Ne vous trompez pas en pensant que l'ignorance ou la fuite de la peur est la solution. La véritable sortie est de la regarder, de l'accepter et de l'utiliser comme carburant pour avancer. Chaque fois que vous vous rapprochez de vos ombres, chaque fois que vous les reconnaissez sans les éviter, vous faites un pas de plus vers la liberté. La philosophie stoïcienne ne promet pas une vie sans peur, mais bien un esprit fort qui ne se brise pas face à elle. 3. Utilise ta respiration comme encre dans la tempête. La peur et l'anxiété sont comme un feu vorace qui consume tout sur son passage, laissant des cendres de confusion et de chaos dans ton esprit.
Au milieu de ce feu, la respiration est l'eau qui calme les flammes, le seul élément qui peut refroidir cette chaleur brûlante et te donner un répit pour ne pas te brûler complètement. Ce n'est pas un geste trivial ni automatique, c'est l'outil qui te connecte à ton pouvoir interne et te permet d'éteindre l'incendie avant qu'il ne détruise ta clarté. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler les incendies qui surgissent en dehors de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous les affrontons. La respiration consciente est ce contrôle, cet acte simple et constant qui te rend la calme quand tout brûle autour. Quand la peur tente de s'emparer de ton esprit, ta respiration est l'encre qui te retient, qui t'empêche d'être emporté par le feu des émotions incontrôlées. Tu n'as pas besoin d'être un expert ni de réaliser des techniques complexes. Il suffit de respirer profondément, lentement et attentivement. Cet acte si basique mais puissant te ramène au présent, te sort du tourbillon de pensée et te connecte à ta raison, la même que les stoïciens utilisaient pour rester fermes face à l'adversité. Respirer avec intention, c'est choisir de ne pas se laisser consumer, c'est prendre les rênes au milieu du chaos. Dans la pratique quotidienne, utiliser la respiration comme ancre signifie s'arrêter quand tu sens que la peur ou le stress te submerge. Ne fuis pas et ne résiste pas. Reviens simplement à ce flux d'air qui entre et sort de ton corps. Sans juger, sans essayer de changer autre chose que ce rythme, tu permets à l'esprit de se calmer et à la tempête interne de perdre de sa force. Peu à peu, cette simple action devient ton bouclier et ton épée pour affronter n'importe quelle peur. Ce conseil n'est pas seulement un soulagement momentané, c'est un entraînement pour l'esprit et l'esprit. Tu apprends à être maître de ton calme, à ne pas céder de terrain à l'anxiété, à maintenir la clarté quand tout semble brûler. Cette respiration consciente est la base de la résilience, la force silencieuse qui soutient chacun de tes pas vers la liberté de la peur. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta respiration. Quand le feu de la peur voudra te consumer, rappelle-toi que tu as en toi l'eau pour l'éteindre. Respire, tiens bon et continue d'avancer. 4. Construis ton refuge intérieur et reviens-y quand tu as besoin de paix. Imagine que ton esprit est une maison au milieu d'une forêt orageuse, où dehors le vent rugit avec force et la pluie frappe sans relâche. Cette tempête représente la peur, l'anxiété et le stress qui tentent de renverser tes murs, d'envahir tes espaces et de voler ta tranquillité. Cependant, à l'intérieur de cette maison, il y a un refuge, une pièce solide, chaleureuse et silencieuse, à laquelle tu peux retourner lorsque le monde extérieur devient insupportable. Construire ce refuge intérieur, c'est créer un espace sûr en toi-même, une forteresse invisible que personne ne peut toucher, mais qui te soutient et te protège. La philosophie stoïcienne nous enseigne que bien que nous ne puissions pas contrôler les tempêtes extérieures, nous pouvons construire un lieu intérieur où nous pouvons toujours revenir pour trouver calme et clarté. Ce refuge est le centre de ton pouvoir émotionnel, un espace mental où les émotions turbulentes perdent de leur force et où tu peux te retrouver avec ta raison et ta volonté. Ce n'est pas un lieu physique, mais un état mental qui se cultive avec pratique et discipline. Créer ce refuge commence par entraîner ton esprit à ne pas se laisser emporter par chaque vague de peur ou de stress. Cela signifie reconnaître que, même si les circonstances sont difficiles, tu as toujours un espace intérieur auquel tu peux accéder pour retrouver l'équilibre. Ce refuge peut être une pensée, une image, une phrase ou une pratique qui te connecte à ton essence et t'éloigne du chaos. Les stoïciens utilisaient la méditation sur la raison et la réflexion quotidienne comme outil pour renforcer cet espace. Dans la vie quotidienne, construire et revenir à ce refuge signifie apprendre à t'arrêter au milieu du bruit mental et émotionnel, à créer un espace de silence et de paix où tu peux prendre des décisions claires. Ce n'est pas fuir la réalité, mais protéger ton esprit pour mieux l'affronter. Lorsque tu sens que la peur t'envahit ou que le stress te consume, ce refuge te permet de faire une pause, de respirer et d'observer sans être emporté par les émotions. Cet espace intérieur devient ton ancre et ton bouclier. Peu importe la force de la tempête à l'extérieur, à l'intérieur, tu as une pièce sûre que personne ne peut envahir. Cette sécurité interne te donne la force d'agir avec clarté,
de ne pas réagir impulsivement, ni de tomber dans le désespoir. C'est un rappel constant que, même si le monde essaie de te briser, ton essence reste intacte. Le refuge est aussi un acte d'auto-soin et de respect de soi. Le construire implique de s'engager à ne pas laisser la peur et l'anxiété gouverner ta vie. C'est prendre la responsabilité de créer la paix au milieu du chaos, sans dépendre de facteurs externes, ni attendre que les circonstances changent pour te sentir bien. Cette force intérieure est la base de la liberté émotionnelle et de la résilience. Pratiquer le retour à ton refuge peut être aussi simple que de fermer les yeux quelques secondes, de te rappeler un moment de calme ou de répéter une phrase qui te connecte à ta force. C'est un exercice de discipline mentale qui, avec le temps, te permettra de maintenir le calme même dans les situations les plus difficiles. Ce n'est pas une évasion ni une évasion, mais une stratégie pour reprendre le contrôle et prendre de meilleures décisions. En résumé, construire ton refuge intérieur, c'est créer un espace mental inviolable, une forteresse qui te protège de la peur, de l'anxiété et du stress. C'est une pratique quotidienne qui t'aide à maintenir la paix et la clarté, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Lorsque tu apprends à revenir à ce refuge, tu deviens le maître de ton esprit et non son esclave. La philosophie stoïcienne t'invite à cultiver cet espace avec discipline, car c'est là que réside ta véritable liberté. 5. Éveillez vos sens pour revenir au présent et apaiser l'esprit. Imaginez que votre esprit est une télévision qui diffuse 1000 chaînes à la fois, avec des images et des bruits qui ne vous laissent pas vous concentrer ni trouver le calme. La peur, l'anxiété et le stress sont comme des interférences qui déforment le signal et vous déconnectent du moment présent, vous piégeant dans un réseau de pensées qui se déclenche sans contrôle. Éveiller vos sens est comme ajuster l'antenne de cette télévision pour capter un signal clair. Vous concentrer sur ce qui compte vraiment et éteindre le bruit qui ne fait que vous éloigner de la paix intérieure. La philosophie stoïcienne nous rappelle que le présent est le seul temps que nous possédons réellement et que l'esprit se calme lorsqu'il est ancré dans le présent. Lorsque vos sens sont activés consciemment, votre attention se détourne des soucis et des peurs qui résident dans le futur ou dans le passé et se concentre sur ce qui se passe juste devant vous. Cette connexion directe avec le moment présent réduit l'anxiété et le stress, car ces états surgissent précisément lorsque l'esprit se perd dans des scénarios qui n'existent pas ou qui sont déjà passés. Pour y parvenir, vous devez entraîner votre attention à travers des pratiques simples mais puissantes. Écoutez attentivement les sons qui vous entourent. Observez en détail les couleurs et les formes, ressentez le contact de l'air sur la peau ou le poids du corps contre la surface sur laquelle vous êtes assis. Ce sont des exercices qui semblent basiques, mais qui ont un effet profond parce qu'ils activent la pleine conscience. Cet état mental que la philosophie stoïcienne valorisait pour maintenir la raison et le contrôle émotionnel. Cet éveil sensoriel ne signifie pas que la peur disparaît immédiatement, mais que vous apprenez à ne pas nourrir cette peur avec des pensées catastrophiques ou des anxiétés anticipées. C'est comme changer de chaîne à la télévision lorsque la programmation vous affecte négativement. Vous choisissez où porter votre attention pour que votre esprit trouve le calme et la clarté. Les stoïciens enseignaient que la perception correcte est la base de l'action correcte, et l'éveil des sens est la manière pratique d'obtenir cette perception. Dans la vie quotidienne, cette pratique peut être intégrée à tout moment. Si vous sentez que l'anxiété vous envahit, arrêtez-vous et regardez autour de vous avec intention. Écoutez des sons que vous ignorez normalement. Touchez un objet proche et sentez sa texture. Sentez l'air. Observez les détails de votre environnement. Ces actes simples ramènent l'esprit au présent, enlèvent le pouvoir aux peurs qui n'existent que dans l'imagination et vous connectent à une réalité concrète et gérable. De plus, cette pleine conscience renforce votre capacité à décider clairement et à agir avec détermination. Lorsque l'esprit est calme et ancré dans le présent, il ne se laisse pas emporter par les fantômes du passé ni par les peurs du futur. C'est la véritable liberté, la liberté qui ne vient que du contrôle de la perception et du choix conscient de l'endroit où porter l'attention. Éveiller vos sens est une forme d'auto-ancrage qui vous protège du chaos interne. Chaque fois que vous choisissez de revenir au moment présent,
Vous créez un espace de calme au milieu de la tempête mentale. Ce n'est pas une évasion ni une évasion, mais un outil stoïcien pour transformer la façon dont vous vous rapportez à la peur et à l'anxiété. Rappelez-vous que cette pratique nécessite constance et discipline. Il n'est pas toujours facile de se déconnecter des soucis ou de rompre avec la vitesse des pensées. Cependant, chaque fois que vous y parvenez, vous renforcez votre esprit et créez un refuge mental auquel vous pouvez revenir lorsque la peur tente de prendre le contrôle de vous. Cette force sensorielle est essentielle pour vivre avec plus de calme et moins de stress, et pour vous libérer du contrôle que la peur tente d'exercer sur votre vie. 6. Parle-toi avec la force et le respect que tu mérites. Le dialogue interne est comme le feu qui chauffe une forge. Il peut être une flamme qui trempe l'acier de ta volonté ou un incendie incontrôlé qui brûle et détruit tout sur son passage. Lorsque la peur et l'anxiété dominent tes pensées, cette flamme devient un feu qui consume ta confiance et alimente le doute. Mais tu as la capacité de contrôler ce feu, de le faire grandir avec force et direction pour façonner un esprit fort, capable de faire face à n'importe quelle tempête sans se briser. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la façon dont tu te parles à toi-même est fondamentale pour maintenir le contrôle émotionnel. Marc Aurèle, l'un de ses grands maîtres, utilisait son dialogue interne comme un instrument de pouvoir, une voix qui le guidait avec discipline et respect vers l'action correcte, sans laisser de place à l'auto-apitoiement ni à la faiblesse. Te parler avec force n'est pas être cruel, mais être honnête et ferme, reconnaître tes erreurs sans te punir, accepter tes limites sans excuse et te pousser en avant avec détermination. Lorsque tu transformes ton dialogue interne en ce feu trempé, tu commences à affaiblir le pouvoir de la peur sur toi. Les doutes internes deviennent des cendres face à une voix qui te rappelle que tu es capable, que la peur n'est qu'un avertissement pour agir, pas une sentence pour t'arrêter. Cette voix devient ton allié la plus forte, car elle ne te permet pas de tomber dans le piège de l'auto-apitoiement ni de la victimisation constante. C'est un rappel constant que le contrôle est en toi et que la peur n'a de pouvoir que si tu le lui donnes. Pratiquer ce type de dialogue nécessite de l'attention et de la discipline. Tu dois être attentif aux mots que tu utilises avec toi-même dans les moments difficiles, à la façon dont tu interprètes tes émotions et défis. L'esprit a tendance à tomber dans des schémas négatifs sans que tu t'en rendes compte, alimentant la peur avec des phrases comme « je ne peux pas »,« je ne suis pas assez » ou « c'est trop pour moi ». La philosophie stoïcienne t'invite à remettre en question ces idées et à les remplacer par des messages qui reflètent la réalité avec force et possibilité. Au quotidien, te parler avec respect et force signifie affronter tes peurs avec clarté et sans détour. Ce n'est pas les ignorer ni minimiser ce que tu ressens, mais les reconnaître et répondre à partir d'un lieu de pouvoir. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas parce que j'ai peur », tu peux dire « j'ai peur, mais je vais le faire quand même parce que cela me rend plus fort ». Ce changement de langage transforme ton esprit et te place au commandement, pas sur le siège du passager. Ce changement n'est ni facile ni immédiat. Il nécessite de rompre avec des habitudes mentales qui t'ont accompagné pendant des années, de démonter des croyances limitantes et de construire une narration basée sur la vérité, la discipline et la force. Mais c'est une étape essentielle pour te libérer de la peur et créer un esprit fort qui ne cède pas à l'anxiété ou au stress. De plus, te parler avec force et respect renforce ton estime de soi et ta confiance. Lorsque ta voix intérieure est un feu trempé, tu deviens plus résilient et capable de relever les défis avec détermination. Cette force est celle qui te pousse à faire des pas courageux, à affronter tes ombres et à utiliser les outils pour apaiser l'esprit. Ne laisse pas le feu du doute et de la peur te consumer sans contrôle. Sois le forgeron qui maîtrise la flamme, qui forge sa volonté avec respect et force pour avancer sans peur. Te parler avec cette voix est un acte d'amour-propre et une stratégie stoïcienne clé pour reprendre le contrôle et te libérer de la peur. 7. Libère ce que tu portes, sans filtre ni jugement, juste la vérité. La peur, l'anxiété et le stress sont comme des rivières souterraines qui coulent sous la surface de ton esprit, invisibles à première vue, mais érodant lentement le terrain solide de ta tranquillité.
Au fur et à mesure que ces rivières débordent, elles entraînent des sédiments, des pierres et des branches qui s'accumulent, formant des embouteillages et des pressions qui usent ta paix intérieure. Garder tout ce poids sans le lâcher, c'est comme permettre au courant de devenir un torrent incontrôlé, capable de t'emporter avec sa force. Libérer ce que tu portes, c'est ouvrir des vannes, laisser l'eau couler sans résistance, sans filtre ni jugement, en lâchant cette vérité inconfortable qui soulage et nettoie. La philosophie stoïcienne nous enseigne que faire face à la vérité sans fioriture est la base de notre libération. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons contrôler comment nous permettons que ce que nous portons en nous nous affecte. Garder des émotions, des pensées et des peurs sans expression, c'est accumuler de la pression jusqu'à ce qu'elle se transforme en tempête intérieure. Lâcher cette charge, sans peur ni honte, est un acte de courage et une étape fondamentale pour retrouver la sérénité. Quand tu décides de libérer ce que tu portes, tu arrêtes de nourrir le poids invisible qui te consume petit à petit. Tu lâches les histoires que tu te racontes, les attentes qui t'étouffent et les jugements qui te paralysent. Cette libération te redonne de l'espace pour respirer et de la clarté pour agir. L'honnêteté brutale envers soi-même, sans justification ni excuse, est la clé qui ouvre ce flux d'eau piégée, permettant à ton esprit et à tes émotions de se rafraîchir et de se renouveler. Dans la pratique quotidienne, libérer ce que tu portes peut être aussi simple que de te permettre de ressentir ce que tu gardes sans le cacher. Cela peut être de partager tes pensées sans craindre le jugement, d'écrire ce qui te préoccupe ou simplement d'accepter sans rejet ce qui émerge en toi. Ce processus peut être inconfortable, car affronter la vérité sans masque brise la zone de confort. Mais cet inconfort est nécessaire pour abattre les murs qui soutiennent la peur et l'anxiété. La philosophie stoïcienne nous rappelle que nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais de notre interprétation d'elles. En libérant ce que tu portes, tu nettoies ton esprit des fausses narratives qui génèrent de la souffrance. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur ou l'anxiété, mais de ne pas leur permettre de devenir les maîtres de ta vie. Cette libération crée de l'espace pour la force, la sérénité et le contrôle conscient. Chaque fois que tu ouvres ces vannes et laisses couler ce que tu portes en toi, tu renforces ta résilience. Tu apprends à ne pas t'accrocher à des charges qui ne font que te freiner et à avancer avec plus de légèreté et de puissance. Cette force intérieure est celle qui soutient chaque pas que tu fais vers la liberté émotionnelle, parce que tu sais que tu ne portes plus ce poids invisible qui te retient. Ne laisse pas ces rivières souterraines te noyer en silence. Décide de libérer ce que tu portes, sans filtre ni jugement, avec la vérité claire et directe que seule la philosophie stoïcienne peut offrir. Lâcher prise est un acte de courage et une étape indispensable pour marcher vers une vie plus libre et plus épanouie. 8. Observe tes pensées sans t'accrocher. Laisse-les couler comme des nuages. Les pensées sont comme des nuages passagers dans le ciel de ton esprit. Elles viennent et vont, se transforment et disparaissent sans que tu puisses les retenir ni les contrôler complètement. Quand la peur et l'anxiété prennent le dessus, ces nuages deviennent des orages denses qui obscurcissent ta clarté et te piègent dans un cycle sans fin d'inquiétude et de peur. Cependant, la clé pour te libérer n'est pas d'essayer d'arrêter ces nuages ou de lutter contre eux, mais d'apprendre à les observer à distance, sans t'accrocher, en les laissant couler naturellement et se dissiper d'eux-mêmes. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes la conscience qui les observe. Cette distinction est fondamentale pour rompre avec l'identification qui nourrit la peur et l'anxiété. Quand tu deviens un observateur impartial de tes pensées, elles perdent leur pouvoir de t'entraîner. Il ne s'agit pas de nier ou de réprimer ce que tu penses, mais de reconnaître que ces pensées sont des événements passagers, pas des commandements ni des vérités absolues. Pratiquer cette observation consciente est comme avoir un siège privilégié dans un théâtre où se joue le drame de l'esprit, mais sans faire partie de la distribution ni du public excité. Tu observes simplement, sans réagir, sans juger. Cette attitude neutre te permet de te détacher du cycle de rumination qui accompagne souvent la peur, l'anxiété et le stress. Les nuages passent, certains sombres et lourds, d'autres légers et brillants, mais aucun ne reste pour toujours dans le ciel de ton esprit.
Dans la vie quotidienne, cet exercice peut être cultivé par la pratique constante de la pleine conscience. Lorsque tu remarques qu'une pensée effrayante ou anxieuse apparaît, au lieu de la suivre ou de résister, observe-la simplement, comme si c'était un nuage traversant le ciel. Ne lui donne pas plus d'importance ni d'énergie. Reconnais sa présence et laisse-la s'éloigner. Avec le temps, cette distance mentale réduit l'intensité de la peur et te permet de retrouver la paix intérieure. Cette approche renforce également ta capacité à choisir à quoi penser et comment agir. L'esprit rempli de pensées incontrôlées ne peut pas prendre de décisions claires ni rationnelles. En devenant un observateur conscient, tu reprends le contrôle de ton focus mental et émotionnel. C'est ça la liberté, ne pas laisser n'importe quel nuage qui passe devenir une tempête en toi. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de ce détachement pour maintenir la sérénité face aux difficultés. Il ne s'agit pas d'éviter de ressentir la peur ou l'anxiété, mais de ne pas s'accrocher à ces pensées qui perpétuent la souffrance. En le faisant, tu ouvres l'espace pour la clarté, l'action consciente et la force émotionnelle. Ce processus n'est ni instantané ni facile. L'esprit a tendance à s'accrocher aux pensées négatives, surtout lorsqu'il se sent menacé. Cependant, avec de la pratique et de la patience, tu peux t'entraîner à observer sans réagir, à laisser couler sans résister. Chaque fois que tu réussis cette observation détachée, tu te renforces et te libères un peu plus de la peur qui te dominait auparavant. Ne laisse pas les nuages sombres de tes pensées définir ta journée ni ta vie. Apprends à les observer, à les laisser passer et à garder le ciel de ton esprit dégagé. C'est la porte vers un esprit fort, serein et libre, comme l'enseigne la philosophie stoïcienne. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.